Bonjour à tous, à toutes. C'est vraiment très important de provoquer n'importe quelle opportunité pour la communication du peuple et pour l'alerte sur ces offensives des classes à niveau mondial contre les droits et les conquêtes sociales des derniers siècles. Ce n'est pas une exagération, mais nous sommes en train de subir un processus de néocolonisation et qui au début a commencé à l'Amérique latine, à l'Afrique, mais maintenant nous sommes à différents degrés et que maintenant nous sommes en train d'un processus une prétention d'africaniser l'Amérique latine et de latino-américaniser l'Europe. Et ça c'est le niveau d'espération, de la crise, le manque d'opportunités, le manque de projection historique de pouvoir qu'ils sont en train de néocoloniser aussi les métropoles. Et en appliquant le même type de recettes, le même type de politiques, de remèdes qu'ils ont déjà appliqués sur tous les Sud avec les résultats catastrophiques. Et dans le cas de l'Amérique latine, on peut dire mais non, c'est une expérimentation, c'est une expérience nouvelle et toutes les recettes, tous les modèles du Fonds monétaire international, la politique d'austérité, et ça c'est les chemins les plus directs pour achever le développement, la croissance, la modernité. Mais maintenant, après tous les bidons historiques de la banqueroute théorique et opérative et de la politique néolibérale, et je crois que c'est de la folie ici en Europe d'accepter les mêmes inductions, les mêmes dépressions programmées qui va restructurer, qui a un facteur structurant sur les rapports de force domestiques, y compris le démantèlement des conquêtes sociales, l'état de bien-être ici en Europe, mais aussi le développement de l'appareil productif, le développement industriel, les connaissances, tous les appareils d'éducation, toute la formation des talents humains qui est en train d'être détruite, et précisément pour aller au-delà des conditions psychologiques, que bien sûr il y a quelques champs pour discuter aussi les conditions mentales de quelques personnes qui insistent sur les mêmes types d'actions pernicieuses sur la société. Et il faut, je crois, faire une analyse scientifique des conditions objectives de reproduction de la situation, de la structure du pouvoir et de la reproduction élargie des différents secteurs sociaux. Si je peux utiliser un peu l'ordinateur, s'il vous plaît, c'est un PDF. Seulement pour montrer quelques conditions de l'évolution économique des différents indicateurs et qui va montrer les cycles de vie du capitalisme en une phase supérieure maintenant et de monopolisation globale. Ce n'est pas le même type de monopolisation qu'on peut apprécier comme une constante, comme une caractéristique généralisée depuis la fin du XIXe siècle. Il s'agit d'une autre forme d'opération des marchés, des autres mécanismes de formation des prix, des autres mécanismes de définition de la qualité et la quantité de l'offre. Et c'est Quito avec la date la plus proche. C'est un PDF avec Quito. Mais aussi avec une autre orientation des priorités d'investissement. Une autre perception du terme de l'économie, un court-termisme vraiment fou, sans aucun regard aux conditions réelles de la production
Et ça définit en même temps un autre type de prétention sur le taux de profit. Hein? Si on peut lire par exemple les écrits d'Adam Smith, on peut apprécier que le taux de profit à ce moment-là a été, le taux normal de profit a été autour de 100%, avec l'exception de la société, de British East India Company, avec l'exception de quelques compagnies de commerce extérieur liées au trafic d'esclaves. La situation fondamentale de l'économie a été liée à une organisation autour d'un taux de profit et la taux d'investissement correspondant autour de 100%. Maintenant, les grandes banques qui gouvernent, qui sont les déciseurs fondamentaux de l'économie globale, et exigent un taux de profit de 30%, avec un terme de maturité des projets et si courte qui asphyxie beaucoup, une panoplie énorme de projets productifs. Pas seulement des petits et moyens entrepreneurs, même avec des logiques pas capitalistes, mais nous parlons aussi le blocage systématique de beaucoup de projets productifs, même du grand capital, même du capital monopoliste. Et je crois que ça, c'est un dérivé totalement nouveau et irréversible de la reproduction des soumis du capital. Il s'agit d'un capital financier monopoliste même, mais 6 fois, nous avons une autre logique de reproduction, pas liée au pari productif que demande une ampliation des marchés, mais à un pari spéculatif, où l'intérêt fondamental, ce n'est pas les repaiements, les remboursements des prêts, mais au contraire, les renforcements des conditions de dette qui va à esclaviser pour l'éternité le peuple interne. Ça devient un facteur structurel qui aussi pousse pour une transformation du caractère de l'État. L'État moderne est brillant, l'État moderne qui peut devenir un État de bien-être basé sur les biens communs et se transforme en un État satrape, un État tributaire de l'ancien type. Un État tributaire et la transformation démographique où le réveillement généralisé des populations est totalement dysfonctionnel et qui demande pour le pouvoir établi avec ce type d'horizon sociétal demande des actions désespérées dont la guerre, la déstabilisation, le chaos, la confusion idéologique, l'assaut contre les raisons, ce sont les vecteurs fondamentaux d'organisation de la société. Pas l'horizon de la rationalité instrumentale, de la modernité capitaliste, une conquête historique et progressive des derniers 5 siècles du capital. Il s'agit d'une autre logique qui est au corps de la reproduction d'une oligarchie chaque fois plus étroite, plus minoritaire, même en contradiction avec, et s'il vous plaît, prêtez attention à ça, même en contradiction avec les autres sphères des capitaux et monopolistes productifs. Et ça a brisé, je crois, la géométrie traditionnelle, linéale, des droits, centre et gauche. Parce que maintenant, il y a un autre type de paris en jeu qui définit une asphyxie des importants secteurs de la projection industrielle, de la projection productive, et fondamentalement qui définit un effort énorme pour éviter, pour bloquer les déploiements de la révolution scientifique et technologique. Contraire à 5 siècles d'innovation permanente, de révolution permanente de la base matérielle du processus productif, maintenant,
l'effort fondamental des ordres soumis du capital, c'est pour empêcher le déploiement commercial de l'innovation. Pas parce que l'innovation a stoppé, mais parce que l'arsenal formidable des possibilités productives se sont contre-productives dans un contexte de surproduction structurelle. Maintenant, c'est l'obsolescence programmée. Maintenant, c'est le gaspillage systématique. Maintenant, il s'agit de la propriété intellectuelle et des brevets comme des instruments de rempart pour éviter la diffusion des innovations. Nous avons bien sûr des innovations, mais surtout dans les complexes industriels militaires. Et les externalités positives qu'on peut voir, par exemple, avec les fourmis des micro-web, comme se dit, horno de micro-ondes. Les micro-ondes, ça a été développé dans la carrière spatiale. Même l'écran plan a été développé dans les programmes Sputnik à la Union soviétique les années 50. Et le déploiement commercial a demandé 40 années. Ça montre très clairement les parenthèses, les clivages en temps et en espace, et entre l'innovation et la possibilité de déploiement commercial. Pourquoi? Parce que maintenant, la crise de surproduction est si énorme que le monde est inondé avec des marchandises pas chères. Pas chères assez pour remplir les prétentions des taux de profit si hauts. Et la situation compulsive d'une accumulation de capital, une accumulation de profits énormes, concentrés chaque fois moins de mains, et qui réclament un taux de profit plus large et des opportunités d'investissement plus profitables, concentrées encore en un espace plus réduit de mains, définit une logique sociétale qui conduit à la guerre, qui réclame une tension sans précédent sur les conditions de la propriété privée. Et les mécanismes qui viabilisent la possibilité d'une majeure concentration avec cette impasse productive et dans la dynamique du capital, c'est précisément les spéculations financières, avec un instrument nouveau, un instrument qui a bouleversé la dynamique et la logique de la dette traditionnelle. Ça veut dire les mécanismes de la propriété privée fondés par exemple, les droits romains, il y a plus de 2500 années. Maintenant, est en train de s'éroder, de s'érosionner, précisément parce que les nouveaux types de dettes, les dettes liées à l'évolution des dérivés financières, ça veut dire la structuration d'une dette sur la structuration d'une autre dette, sur la structuration d'une autre dette, d'une autre dette, d'une autre dette, avec une déconnexion au regard des actifs productifs sous-jacentes, a défini même un défi à la logique de la comptabilité des parties doubles. Il est impossible de soutenir la logique, la proportionnalité et les structures de propriété liées à la comptabilité des parties doubles avec les dérivés financiers. Il faut les mettre hors des bilans. Par exemple, JP Morgan Chase a une dérivée financière comme une partie hors des bilans, l'équivalent à 120% du PIB mondial. Ça veut dire, c'est impossible, JP Morgan Chase. Ça veut dire, une seule banque a un montant de dette nominale nationale
équivalent à plus de toute la production, toute la valeur d'échange produit pour tout le monde pendant une année. Ça montre les niveaux de disproportionnalité. La rentabilité, les statistiques sur les montants globaux des dérivés financiers, ce ne sont pas officielles. Seulement pour les États-Unis, c'est l'équivalent à 637 000 milliards de dollars. Ça veut dire presque 10 fois le PIB mondial. Les estimations, parce que les paradis des dérivés financiers, c'est la City de Londres, plutôt que les États-Unis même, et plutôt il y a des autres dérivés financiers, over the counter, qui n'ont aucun type d'enregistrement statistique. Les estimations, ce sont des 2 milliards, 2 000 milliards de milliards. Donc, 2 000 millions de dollars, tandis que le PIB mondial est autour de 70 milliards de milliards. La dette normale, la traditionnelle, la dette publique, la dette des entreprises, la dette des ménages à niveau mondial, y compris la subprime, qui était les focus de la récession de 2008, ce sont seulement 220 milliards de milliards. Seulement là, vous avez un problème d'insolvabilité structurelle. Mais si on compte les restes des dérivés financiers qui n'arrêtent pas de s'accroître, la question est vraiment sidérale. Cette disproportionnalité, ce n'est pas une question technocratique. Il s'agit d'une dispute de pouvoir. Il s'agit d'une dispute de propriété. Insolvable. L'unique possibilité de résoudre ces situations, c'est la guerre. Ça, c'est pourquoi il s'agit d'un droit de la population. Il s'agit d'une responsabilité des peuples de se réveiller et de prêter attention à ces situations. La transparence. Peut-être que ce que je dis, c'est un mensonge. Et voilà, il faut présenter les statistiques. Il y a une audit de la Réserve fédérale, de la Banque centrale des États-Unis, qui montre que 17 banques, y compris la banque européenne, y compris des banques françaises, ont reçu l'équivalent à 110% du PIB des États-Unis. 16 millions de dollars. Où est tout cet argent? L'université de Kansas City à Missouri a complété, à intérêt des autres statistiques, a montré que les statistiques sont partielles et que entre la fin de 2007 et le milieu de 2010, la Réserve fédérale a octroyé l'équivalent à 29 millions de dollars. Ça veut dire 200% du PIB des États-Unis. Le PIB global, ce sont 70 millions de millions. C'est totalement hors de proportion. Et ça inclut la situation de quantitative easing. C'est une dette additionnelle. Le problème est où est tout cet argent? Il est impossible de traduire ces montants de ressources en termes d'investissement productif. Il serait équivalent à 43% du PIB mondial. Si vous pourriez ajouter l'injection de liquidité de la Banque d'Angleterre, l'injection de liquidité de la Banque du Japon, de la Banque de Suisse, de la Banque centrale européenne, bien sûr, le montant est vraiment colossal. Il y a une impossibilité structurelle différente du passé de traduire ça en termes de crédit productif. Et ça, c'est précisément la crise structurelle du capital, une crise de constipation, comme ce qu'on dit. Alors, la possibilité de relancer la production
et doit réclamer un autre type de conditions politiques, doit réclamer un autre type de priorités en organisant l'ensemble de la société globale à partir des intérêts de la société entière. Il est impossible d'espoir une solution à la crise basée seulement sur les intérêts du capital. Il est impossible de laisser au capital financier, spécialement les capital financiers spéculatifs qui contrôlent les décisions globales relevantes, la solution à la crise. Parce que c'est contre-productif en termes de profitabilité. Mais la bifurcation historique que maintenant nous faisons définit une possibilité immédiate de rentrer dans une période de long terme, de siècles, de dégradation civilisatoire qui demande, pour entretenir à la population, une population chaque fois plus consciente, plus rebelle, la guerre. La commémoration d'un siècle de la Première Guerre mondiale doivent demander l'attention de tout le monde, spécialement des peuples européens, de la immédiatesse, de la facilité de cette possibilité. Hein? Et même avec les mouvements progressistes, l'international socialiste à ce moment-là, en demandant une analyse concrète, scientifique de ces situations, il y a eu une rupture des forces progressistes, il y a eu une capture, une cooptation des importants serments de la population, des syndicats, des forces de la gauche, et en faveur des causes chauvinistes qui rapidement a déclenché la situation avec l'anticipation de que la situation va être finie pour Noël. Maintenant, il ne faut pas attendre tant de temps. Une guerre nucléaire maintenant ne va durer plus d'une heure et demie. C'est une réalité qu'il faut passer. Maintenant, nous avons quelques dates simplement pour documenter l'action. Si je peux contrôler la question. Merci. Voilà. Et, par exemple, une donnée de 37 millions de corporations, de sociétés mondiales, et sans compter les paradis fiscaux et sans compter les conditions des sociétés grandes. Et une think tank suisse a étudié les structures de propriété et avec les instruments de la topologie. Ces graphes définissent avec les points et les lignes et les couleurs et les différentes structures de propriété, mais ils ont déterminé que seulement 147 corporations multinationales contrôlent 40% du PIB mondial. Ça, c'est le niveau de concentration, mais en même temps, ça, c'est l'hypocrisie de parler de la libre entreprise, de libre jeu de l'offre et de la demande. C'est impossible qu'avec ce niveau de concentration, le système de prix relatifs va à réellement réfléchir les conditions réelles des coûts de reproduction et les conditions et les priorités de la société entière. Alors, seulement... Non, ça c'est pas les... Può explicarlo che presentare.
Alors Eso siempre no funciona. non, ne marchez pas, ne marchez pas. Alors, l'autre rêve que je vais vous laisser pour la reproduction, c'est l'évolution des les pourcentages de PIB dans les États-Unis, de PNB, hein, avec toutes les contributions de l'excédent du reste du monde à travers les compagnies transnationales, qui est dévoué au profit des entreprises, mais aussi les pourcentages de profits retenus par les 200 sociétés les plus grandes. Et maintenant, il y a une impasse dans la distribution des profits entre l'oligarchie qui contrôle les 200 sociétés les plus grandes et le reste de la population. Cette impasse définit une conjoncture si dangereuse parce qu'elle provoque des actions désespérées, parce que l'antérieure parenthèse avec une situation similaire a provoqué les coups de M. Volcker. Ça veut dire l'augmentation brutale des taux d'intérêt avec un effet de banqueroute généralisé des entreprises. Ça veut dire que c'est une guerre de classe d'une fraction du capital vis-à-vis le reste du capital, même le reste du capital monopoliste. Ça, je crois que c'est une question très importante dans le cadre de la crise de l'hégémonie mondiale. Le problème, la tension géopolitique maintenant, c'est pas seulement maintenant. Il ne faut pas parler des talibans. Maintenant, on ne peut pas parler du communisme, du danger du communisme. Maintenant, bien sûr, une des tensions fondamentales, c'est avec la semi-périphérie industrielle émergente, les BRICS, surtout la Chine, l'Inde, la Russie, mais aussi, et c'est très important de parler de ça ici à l'Europe, mais aussi la tension dans l'ancien tricontinental. M. Kautsky avait parlé du super-impérialisme il y a un siècle, en parlant de la possibilité d'une coalition, d'une consolidation des principales puissances impérialistes. Ça a été une réalité vis-à-vis de la menace du communisme, vis-à-vis de la menace d'une classe travailleuse partout, et en pleine rébellion, en plein siège à la possibilité du capital. Maintenant, la contradiction fondamentale inclut les ajustements de comptes avec les partenaires les plus intimes des hégémons. Il y a une transformation, il y a une attaque, il y a eu une attaque après les accords de Louvre et de Plaza, et 1900, la seconde moitié des années 80, contre le Japon. Ils ont programmé une récession de 25 années au Japon. Et maintenant, il y a une offensive de l'axis anglo-américaine contre l'Europe productive continentale. Je crois que ça c'est très important pour comprendre qu'est-ce qu'il passe avec la transformation de la politique ici, mais aussi pour comprendre quelles sont les projections économiques et la dimension de la crise économique qui maintenant est en train de se développer ici. Ce n'est pas une parenthèse d'ajustement d'un an, 2 ans, qui va rendre une économie plus assainie. Il s'agit d'un plongement programmé dans la dépression de toute l'Europe productive continentale. Et c'est dans le cadre, dans le contexte d'une crise de surproduction structurelle, l'avantage comparatif dans les termes industriels, c'est fondamental pour définir qui va retenir l'hégémonie. Maintenant, il y a aussi dedans la coalition la plus forte, le corps de la coalition anglo-américaine, il y a une réordination des privilèges, il y a une réordination des priorités avec une suprématie de la City de Londres, même au-dessous de Wall Street. Et de Wall Street au-dessous de Main Street. Main Street. Ça veut dire une suprématie des intérêts financiers spéculatifs
au contraire des intérêts financiers monopolistes liés à la production, même dans les États-Unis, avec un processus d'érosion brutale et féroce du même appareil productif dans les États-Unis. Et dans le cas de l'Europe, sa situation définit une destruction, une dénaturalisation du projet original même de l'Europe des capitaux monopolistes. Maintenant, il y a une dérive parasitaire de la reproduction du capital dans l'Europe productive, y compris l'Allemagne, qui a un potentiel exportatrice fondamental, même de technologie, de machinerie, d'équipement, de biens de capital, avec un taux de salaire 56 fois plus haut que la de Chine. Il peut disputer la privacité exportatrice mondiale avec cet avantage. Mais le marché fondamental de ces biens de capital, c'est précisément le reste de l'Europe. Ils ont imposé d'une manière suicidaire les conditions d'expansion, de relancement productif, parce qu'ils ont étoué, dans le contexte d'une crise de surproduction, ils ont étoué les principaux marchés. Alors, la possibilité d'une alliance stratégique et de l'Europe productive, de l'Europe continentale productive, avec l'Amérique latine par exemple, avec la nouveauté de la nouvelle architecture financière régionale, la Banque du Sud, avec le nouveau concept de souveraineté, la souveraineté continentale, supranationale, différente de l'européenne, où la construction d'une capacité supranationale va en parallèle au renforcement des capacités nationales et locales, va à définir une occasion merveilleuse, formidable, pour le déploiement des œuvres, des grosses œuvres d'infrastructures, par exemple, un réseau de chemins de terre qui peut être viable avec l'alliance stratégique avec l'Europe productive, la possibilité d'une souveraineté continentale dans les plans de l'énergie, de la santé, de la nourriture, du développement soutenable des ressources naturelles, du développement de la connaissance, de la possibilité de déploiement des autres logiques productives comme l'économie populaire et solidaire, etc., etc. Je crois que la possibilité qui s'ouvre maintenant, par exemple, avec les récents développements des BRIC, avec l'utilisation de la monnaie propre pour les transactions commerciales et les autres arrangements, les autres enjeux monétaires et financiers, est une occasion énorme pour faire réalité un monde multipolaire. L'alliance stratégique de l'Allemagne, je sais qu'ici à l'Europe, la nouvelle n'est pas connue. L'alliance stratégique de l'Allemagne avec la Chine, et avec la constitution de la nouvelle route de la soie, par exemple, les alliances de la Chine avec l'Inde, la Chine avec Taïwan, avec la Corée du Sud, avec la Russie, avec l'Afghanistan, avec le Pakistan, pour faire les transactions sans l'utilisation du dollar et les réseaux bancaires et anglo-américains, ouvre une option réelle pour la paix, pour la prospérité, pour la démocratie, basée sur le multipolarisme. Et pour stopper l'agenda de la dictature financière et spéculative. La démocratie des peuples, l'attention, l'organisation citoyenne pour contrôler la cupidité des corporations multinationales qui sont en train de briser les mêmes institutions qu'ils ont créées autour des 5 siècles, peut ouvrir la possibilité d'une solution dans cette bifurcation historique, ouvrir la possibilité immédiate, ici et maintenant, d'une option démocratique et humaniste qui peut profiter de la révolution scientifique et technologique que nous avons déployée et que les multinationales ont bloquée. C'est à vous, c'est au peuple du monde
la responsabilité de faire cette situation possible. Merci beaucoup. Merci à Pedro Paes. J'entretiens avec lui un dialogue depuis plusieurs années dont les connaisseurs de ce que j'écris voient peut-être l'origine aujourd'hui en l'écoutant. Pedro est un des fondateurs de la Banque du Sud, et il a, au titre de l'Équateur, présenté ce projet qui a connu divers rebondissements jusqu'à ce que l'inspiration, l'architecture générale de ce projet soit aujourd'hui repris par les BRICS qui en font la point de départ de la constitution de l'équivalent du FMI et de la Banque mondiale par ces 5 pays en face de l'impérialisme nord-américain. Lui a décrit avec beaucoup de soin comment fonctionne ce nouvel âge du capitalisme, et il rappelle essentiellement une idée: le capitalisme a une histoire. Ce n'est pas toujours le même objet dont nous parlons au fil du temps. Il n'y a pas un capitalisme intemporel dont les mécanismes seraient constants dans toutes les périodes de l'histoire. Bien sûr, il est animé de contradictions et de mécanismes qui sont constants, génériques, dirait-on, de même qu'on peut le dire de l'être humain, sans qu'il y ait une nature humaine, il y a des caractéristiques qui sont constantes dans l'histoire. Mais à chaque époque, son mode opératoire change. Et c'est ce changement que Pedro a étudié dans le détail et que, pour ma part, j'ai étudié sous l'angle géopolitique. C'est peu connu. Il y a un cimetière portugais. Peu connu. Les Américains, voilà, ça se reflète. Hollande est soutenu que par 13% des Français, et il joue à toujours conserver les pleins pouvoirs, alors que l'esprit de la 5e démocratie, c'est un président qui gouverne, mais avec le soutien du peuple. Parce qu'une démocratie, c'est par et pour le peuple, et pas sans le peuple. Et M. Hollande, il gouverne sans le peuple, contre le peuple. Voilà, le message devait passer, et aujourd'hui c'est le meilleur jour, car nos anciens sont tombés pour défendre la France et la démocratie. On ne doit pas reculer devant un appel à la liberté.